Alors ce que j'ai fait, c'est évidemment un long travail sur le thème du corps, ses représentations, ses pratiques. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que les choses ne sont pas venues d'emblée et qu'on peut parler sans problème concernant ces questions de ma propre enfance et de mon adolescence, pour voir en quoi des choses dans ces périodes qui sont très éloignées se sont quand même ancrées dans mon mode de fonctionnement, dans mes repères, je dirais même plus, hein, dans ma sensibilité physique, si vous voulez. Alors en fait, si je remonte relativement loin, et je pense qu'il faut le faire, j'avais un père qui était professeur d'éducation physique, et j'avais une mère qui était également enseignante d'éducation physique. Alors ma mère a arrêté quand ma sœur et moi nous sommes nés, mais mon père, lui, a continué. Et mon père, il a continué de 3 manières, et je pense que ça a eu une influence sur ce que j'ai fait ensuite. Il a continué de 3 manières. D'une part, il a été enseignant d'éducation physique dans les écoles. Ça se passait dans un lieu assez idyllique en termes de temps, d'atmosphère, etc. C'était à Monaco. Et deuxièmement, il était entraîneur, en particulier d'athlétisme. Et troisièmement, et c'est peut-être ce qui a été le plus important en ce qui me concerne, il s'était spécialisé dans ce qu'à l'époque on appelait la rééducation. Autrement dit, c'était quelqu'un qui s'intéressait aux problèmes que des enfants pouvaient avoir, physiques, du type scoliose, lordose, kyphose, etc. Et il effectuait des pratiques dans ce cadre-là pour rectifier en quelque sorte. Donc c'était, pour dire les choses vite et les dire mal, c'était un redresseur. Voilà. Mais en même temps, c'est lui qui a exercé, je pense, une influence très forte en ce qui me concerne, mais ma mère a exercé, je ne peux pas ne pas en parler, parce que ma mère, elle avait une origine protestante, elle était très sensible aux livres. Elle était très sensible aux questions culturelles, aux expositions, etc. Donc je pense que très discrètement, elle a eu en fait une influence sur mes propres orientations. Et j'ai toujours tendance à privilégier le rapport avec mon père, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la manière dont cette culture protestante, même si je n'ai pas suivi du tout le dispositif, appelons-le religieux, à quel point cette culture protestante m'a marqué par rapport à l'exigence, disons, de savoir, vous voyez, à l'exigence de culture, etc. Alors, pour revenir à mon père, oui, je pense qu'il a, de manière non autoritaire, je pense que c'est ça aussi qui a joué, de manière non autoritaire, sur un mode assez sensible, sur un mode assez convaincant, il m'a poussé à rentrer dans cet grand univers qui est le sport. C'était un entraîneur d'athlétisme, le sport, la compétition, et ce que j'ai fait très vite quand j'étais vraiment jeune, hein, cadet, junior, etc. Et j'ai fait plusieurs types de pratiques, dont une en particulier m'a beaucoup plus aidé que je ne l'imaginais. Je faisais des courses de haies quand j'étais tout gamin, et du saut à la perche. Voilà. Et puis mon père m'a évidemment aussi sensibilisé aux questions, j'y reviens, de redressement, de position du corps, d'exigence vis-à-vis de la stature. Par exemple, c'est un des premiers à exiger que les enfants aient des cartables avec les courroies sur les épaules pour éviter la dissymétrie. Vous voyez, bon, c'était un des seuls dans ces époques éloignées à faire ça. Et il avait une bibliothèque que je n'avais pas abordée quand j'étais tout jeune, mais que j'ai abordée quand j'étais adolescent, où se trouvaient bien sûr des livres d'orthopédie. Il y avait un livre que je trouvais absolument magnifique sur la question des postures, qui était le livre de Thoris, La vie par le stade. Alors Thoris, c'était quelqu'un qui catégorisait les silhouettes précisément, avec des différences, le respiratoire, le cérébral, etc. Bon, tout ça, voilà. Je crois qu'il faut parler de tout ça. Mais je reviens quand même aux pratiques sportives, parce que c'est quelque chose que je cite souvent, parce que ce qui m'a profondément marqué, sans que ce phénomène me soit arrivé spontanément à l'esprit, si vous voulez, de manière massive, mais qui m'a marqué progressivement, c'est le fait suivant. C'est que quand vous faites des courses de haies, les entraîneurs en général vous disent il faut raser la haie, il faut avaler la haie, il ne faut pas la sauter, etc. Bon, et moi j'avais une taille relativement restreinte, et donc si vous faites ça, ça ne marche pas. Et donc j'ai inventé quelque sorte, c'est venu spontanément,
le fait qu'il fallait absolument sauter, et qu'il fallait sauter loin. Bon, et ça, c'est pas eux qui me le disaient. Donc, il y a eu quelque chose qui a été de l'ordre d'une découverte pratique. Et deuxième remarque concernant cette découverte pratique, c'est qu'à partir du moment, ce qui m'était frappé aussi, c'est qu'à partir du moment où vous intériorisez le saut en question, la mémoire physique reste. Vous voyez, donc ça m'a marqué. Et c'est pas le seul exemple que je pourrais donner. D'autres sont venus ensuite sur des questions d'équilibre, de vertige, etc. C'est-à-dire que ce qui est très très intéressant dans cette question, c'est que d'une part, vous êtes contraint de trouver des solutions pratiques qui ne relèvent pas d'une sorte de dimension théorique, exigeante, etc. Et d'autre part, ce que vous avez trouvé reste une sorte de mémoire, si vous voulez, musculaire et physique. Je pense que ça m'a considérablement marqué. Alors, pour continuer dans ces questions qui portent sur l'enfance et l'adolescence, je crois qu'il faut ajouter que par ailleurs, j'étais quand même très marqué par l'enseignement du lycée que j'aimais beaucoup en fait, et je me sentais très fortement à la fois littéraire, etc. Donc j'étais ce qu'on pourrait appeler un très bon élève, si vous voulez. Et du coup, vous aviez un versant où je dominais un peu les classes, vous voyez, j'avais le prix d'excellence, etc. Et vous aviez un versant où les pratiques, je ne veux pas dire que j'étais un grand champion, ce serait ridicule de dire ça, mais où les pratiques réussissaient. Alors après se pose la question de l'orientation, c'est-à-dire qu'une fois que je vous ai dit tout ça, dans quel type de profession se lance-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. J'étais un peu partagé, je pense que j'hésitais, j'avais pas ça, je sentais pas me lancer dans une profession de type littéraire. Pourtant j'étais bon, vous voyez, je sentais pas. Et j'avais le sentiment au contraire que il fallait que je reste dans mes propres appartenances que je qualifierais de familiales. Et en plus, mon père m'avait intéressé parce que le choix qu'il avait fait, c'était un vrai choix. À l'origine, il était en fait employé de banque. Et il a mis de l'argent de côté quand il a commencé à entrer dans sa profession, il a mis de l'argent de côté, il est venu à Paris, il a fait ce qui à l'époque était l'école importante concernant l'éducation physique, était l'école de Joinville, il était sorti major de l'école de Joinville, donc il y avait chez lui vraiment une passion. Je pense que ça a joué un rôle dans mon choix. Et je me souviens très bien que quand j'étais en terminale, je faisais philo, et lorsqu'entre nous essayons de marquer quelle profession nous voulions faire, etc., et moi j'avais écrit professeur d'éducation physique. Et une grande copine se retourne vers moi, m'écrit « Tu es en train de… » comment m'avait-elle dit ? « Tu gaspilles de la marchandise. » Ça, j'avais trouvé magnifique. Bon, et en même temps, ça ne m'avait pas du tout, ça ne m'avait pas réorienté. Donc me voilà, l'adolescence encore présente, me voilà lancé dans ce qui n'était pas du tout une profession valorisée. Hein. Me voilà lancé, elle était vraiment, dans ces années-là, 60, c'était même une profession totalement dominée. Me voilà lancé dans cette profession d'éducation physique, avec un père qui, en fait, s'était impliqué très fort, avait trouvé quels étaient les concours qu'il fallait faire, les programmes. Moi, j'aurais pas trouvé les programmes, etc. Il m'avait en plus entraîné pour faire de la barre fixe. Il s'était vraiment impliqué, quoi. Et je m'étais laissé un peu porter. Et me voilà, alors que j'ignorais totalement l'existence d'une école normale supérieure d'éducation physique, me voilà lancé dans ce qu'on pourrait appeler une année préparatoire à cette école. Je répète, sans savoir que cette école existait, moi j'imaginais, bon voilà, je vais faire, puis on verra, je serai prof. Mais je me disais, je fais une parenthèse qui n'est pas du tout secondaire, je me disais, oui, c'est dominé, bien sûr, mais il y a des choses à faire. Et ce qui m'avait aussi impressionné, c'était le fait que dans ces pratiques de rééducation, mon père avait inventé des appareils. Et ces appareils, je les ai ensuite déposés au musée du sport de Nice. Il avait inventé des appareils d'évaluation, il avait travaillé avec un serrurier, il avait travaillé avec un menuisier et monté un truc sidérant pour prendre les mesures au millimètre des colonnes d'atelier. Et donc, il avait, vous voyez, ce versant un peu inventif, et je m'étais dit, il y a peut-être des choses à faire. Voilà, j'avais le sentiment un peu obscur que, après tout, un terrain susceptible de prospection était disponible. Voilà. Donc me voilà lancé, c'était Voiron, c'était vraiment loin, au cœur des Alpes, situation froide, une année un peu bébête, pas terrible, avec en plus ça m'avait pas passionné, mais déjà il y avait une exigence plus grande que celle que je connaissais,
concernant les techniques, les précisions gestuelles, les dispositifs de tactique, etc. Mais vraiment peu, je crois que j'ai baissé d'ailleurs, vraiment peu d'exigences intellectuelles. Bon. Mais par chance, je dirais d'ailleurs par chance, je suis rentré dans cette école normale supérieure d'éducation physique, qui était une école qui se trouvait dans le bois de Vincennes. Alors là, vraiment, c'est un magnifique souvenir. Parce que cette école était assez magnifique. Elle est occupée maintenant par l'Institut national du sport, de l'expertise de la performance, au cœur du bois de Vincennes. Cette école est partie, et je trouve que c'est un peu décevant. Elle se retrouve à Rennes. Elle reçoit très très peu d'ailleurs d'étudiants, alors que quand j'y étais, elle recevait quand même une bonne cinquantaine d'étudiants. Alors qu'est-ce que je retiens de cela? Là, vraiment, ça devient important. Qu'est-ce que je retiens de cela? Ben, je retiens au moins 3 choses. La première, c'est que l'exigence technique était remarquable. Ça m'a appris beaucoup. Et du coup, j'aurais pu me retourner contre mon père, parce qu'il m'apparaissait beaucoup moins compétent que m'apparaissaient les anciens de l'école, qui étaient d'une exigence théorique et d'une exigence pratique absolument remarquable. Mais absolument remarquable. En s'inspirant des Américains, en s'inspirant des Européens, en travaillant sur les étrangers, en donnant des précisions techniques absolument, je dirais, millimétrées. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y avait, contrairement à ce que j'avais connu dans les Alpes, si vous voulez, il y avait un excellent enseignant de ce qui s'appelait à l'époque la psychopédagogie. Cet enseignant, c'était un agrégé de philo, qui a écrit ensuite un livre sur le corps, au Seuil, remarquable livre, qui a écrit des choses aussi sur la sensibilité, sur la danse, etc., et qui s'intéressait vraiment sur un mode distant, philosophique, sciences humaines, aux questions du corps. Donc c'est la deuxième chose. La troisième, c'est qu'avec des copains, nous nous étions dit, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir ailleurs? Et alors que nous étions inscrits à l'école normale supérieure, nous nous sommes inscrits à la fac. Et là, l'expérience évidemment est remarquable. On s'est inscrit dans des disciplines qui naissaient dans les années 60. C'était la psychologie, c'était la socio, c'était la philo. Et du coup, j'ai passé les trois licences, vous voyez, en étant à la fois élève à l'école et puis ensuite en étant enseignant. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que là, vraiment, je suis rentré dans les sciences humaines. La psychologie de l'enfant. Et par exemple, j'ai des souvenirs magnifiques sur des textes comme ceux de Piaget, de Vallon, insistant de l'acte à la pensée. J'avais fait un exposé là-dessus parce que c'est tout chez Vallon, mais Piaget c'est pareil. Hein. C'est comment la gestualité, comment la pratique enfantine fait créer quelque chose qui apparaît au niveau de la pensée et qui devient une création de l'espace mental. Alors, ce qui m'avait aussi beaucoup intéressé, c'était les questions anthropologiques, Margaret Mead, la question des cultures, comment les enfants, dans des cultures différentes, peuvent évoluer différemment, etc. Puis la philo, sur la phénoménologie, Merleau-Ponty, j'adorais Merleau-Ponty, l'être et le néant de Sartre. Et donc, on avait à la fois quelque chose qui était de l'ordre de la pratique, je n'insiste pas, quelque chose qui était de l'ordre d'une théorie assez intelligente, et puis ailleurs, on sortait. Parce que l'école normale supérieure d'éducation physique, bien sûr, le titre paraît ronflant, mais il y avait peu de relations avec les autres écoles normales. En fait, les relations, il fallait aller à la fac pour les avoir. Vous voyez, et c'est ce que nous avons fait à quelques-uns. Très peu, 3 ou 4, pas plus. Mais on est resté liés, d'ailleurs ensuite, mais ça nous avait considérablement aidé. Alors, cette école m'avait passionné. Pour tout vous dire, et sans aucune prétention, j'en étais sorti major. Pour moi, c'était très... Comment vous dire? Vous voyez, par rapport à cette expérience de Monaco, de loin, les Alpes ensuite, et puis l'école normale à Paris, je sors major, évidemment, pour moi, c'était une ouverture assez remarquable. Et je me retrouve d'abord militaire, et puis enseignant d'éducation physique dans un lycée magnifique, qui est le lycée Michelet à Vanves. Pourquoi il est magnifique? Parce qu'il y a un parc. Il y a un parc remarquable. Et là, évidemment, l'enseignement d'éducation physique peut être extrêmement ouvert, inventif. Il y a des lieux complètement différents, on invente. Bon. Mais c'est vrai que je ne me suis pas senti, j'ai pas vraiment incorporé la situation d'enseignant d'éducation physique, parce que c'était ailleurs que se trouvaient mes propres... la fac, ça m'avait énormément passionné. C'était ailleurs que se trouvaient mes propres... comment vous dire, exigences et repères. Et donc, alors que j'enseignais au lycée Michelet, avec des relations tout à fait sans problème avec les élèves, avec les enseignants, moi j'ai jamais eu la moindre difficulté, mais
c'était mon intérêt, mais pas ma passion. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Et l'idée germe. Après tout, pourquoi ne pas continuer? Alors, en France, à mes yeux, je pouvais me tromper, mais à mes yeux, continuer exigeait de passer une agrégation. Vous voyez, je peux me tromper, mais ça exigeait. Et donc, la seule agrègue que j'étais en mesure, à mon avis, d'affronter, c'était pas l'agrègue d'histoire, j'étais pas assez bon, mais c'était l'agrègue de philo. Et là, j'avais été influencé par Michel Bernard, dont je parlais tout à l'heure. J'avais été influencé par la fac. J'avais quand même fait une licence de philo. Donc j'avais les 3 licences. Vous voyez, les sciences humaines me passionnaient parce que pour moi, ça crée de l'interdisciplinarité, etc. Et donc, me voilà lancé dans la règle de philo, en faisant d'abord une maîtrise que j'ai regrettée par la suite parce que ça ne m'aidait pas du tout à préparer la grecque. C'était une maîtrise sur la médecine psychosomatique. Mais ce qui m'intéressait, évidemment, c'était l'influence que pouvaient avoir les conflits intérieurs, les crispations, les sortes de difficultés, je dirais, intimes à l'égard du dispositif physique, vous voyez. Donc, des croisements, quoi. Et j'avais fait cette maîtrise avec Favès Boutonnier, qui était la grande prêtresse de la psychologie clinique de ces années-là. Et bon, moi, j'en garde un bon souvenir. Mais ce que j'avais appris, je crois qu'il faut quand même insister un petit peu là-dessus, ce que j'avais appris et qui est, je crois, resté ancré dans ce que j'ai fait ensuite, c'était ce que les auteurs appelaient à ce moment-là, je pense en particulier au texte de Paul Schilder, c'était l'image du corps. C'est-à-dire le fait que, par devers nous, nous avons une représentation de notre propre corps. Une représentation double, à la fois très, au fond, parallèle à notre propre dispositif organique, c'est-à-dire que je déplace ma main et je sais qu'en la déplaçant, elle est à droite ou elle est à gauche, je le sais, bon. Mais l'autre versant, et c'était pour ça que j'avais travaillé sur la psychosomatique, l'autre versant, c'est qu'en même temps, j'ai une représentation affective de mon propre corps, inconsciente, si vous voulez. C'était les grandes questions du freudisme. Et j'avoue que le freudisme m'avait passionné à un point tel que je m'étais lancé, alors que j'étais enseignant, dans une psychanalyse. Donc vous voyez, j'ai essayé de croiser plusieurs orientations, plusieurs sensibilités. Alors, je reviens à la grecque de philo. Bien sûr, la psychosomatique m'avait aidé psychologiquement, mais ne m'avait pas aidé académiquement. Et donc, ben voilà, échoué la grecque de philo, première année. Mais je ne l'avais pas échoué dans des conditions trop déplorables. Et donc, je l'ai reprise. Et en la reprenant, je me suis trouvé confronté au programme qui était sciences et techniques. Alors ça pouvait me concerner. Et l'enseignant qui était Favès Boutonnier, c'était la prêtresse de la psychologie clinique, et le grand prêtre de la philo à cette époque-là, c'est Canguilhem. Et Canguilhem, c'était vraiment le grand représentant de la recherche épistémologique, vous voyez. Et il dirigeait à l'époque l'Institut d'histoire des sciences à la suite de Bachelard. Et donc là, cette année de philo m'avait absolument passionné. Sur sciences et techniques, la représentation du corps, j'avais croisé ce que je savais concernant les problèmes de la psychologie de l'enfant, j'avais croisé, il y avait un grand texte de Serge Moscovici sur l'histoire sociale de la nature, quelque chose comme ça. Et Moscovici, il montrait magnifiquement, c'est le père de Pierre Moscovici, le politologue, Serge montrait magnifiquement comment des manipulations au niveau de la Renaissance, dans le moulin, etc., avaient créé, au fond, des formes plus abstraites de géométrie, comment passer de pratiques structurées corporellement à des pratiques structurées théoriquement. Ça m'avait absolument passionné. Bon, évidemment, du coup, j'ai réussi la grecque cette année-là, et je me suis retrouvé, curieusement, j'ai refusé des postes dans les lycées. Et je me suis retrouvé, curieusement, prof dans cette école normale où j'avais été moi-même élève. Et je me suis retrouvé dans la position de Michel Bernard, si vous voyez. Et je suis resté longtemps dans cette école. J'ai enseigné environ une dizaine d'années. Et puis cette école, on l'a promue aussi en essayant d'organiser les thèmes de recherche. Et donc, voilà. Et là, je me suis lancé dans des choses un peu nouvelles, qui étaient de la recherche historique, qui existait très peu. Hein. Vous voyez, quand j'étais élève à l'école normale, il n'y avait quasiment pas d'enseignants d'histoire. Il n'y en avait pas.
Alors que l'histoire du sport, elle est fondamentale pour comprendre la manière dont le sport fonctionne aujourd'hui. Et ça, je ne l'ai fait que dans ces années-là. Je n'avais pas du tout fait auparavant. Et j'ai découvert des choses. Je me rappelle un Suisse qui était venu au tout début, qui était un vrai chercheur sur l'histoire du sport. Il me dit, mais vous savez rien. Mais c'est vrai, à cette époque-là, sur les questions d'histoire du sport, nous étions vraiment très précaires, très faibles. Et alors, on a creusé. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, la question qui a surgi immédiatement, c'est, bon, c'est bien de passer d'agrég, mais vous voyez, l'attirance, c'était faire de la recherche. Bon, et c'est quoi? Alors, quel sujet? Là, j'ai beaucoup hésité, en fait. J'ai beaucoup hésité. Comme j'avais tout un parcours psychanalytique, pourquoi pas continuer sur la psychanalyse. J'avais proposé des sujets sur le rapport entre l'inconscient et la publicité. Les profs avaient dit, oh, non, on ne comprend rien. Bon, je me rappelle, je me disais, pourquoi ne pas continuer sur Merleau-Ponty? Ah ouais, mais Merleau-Ponty, non, c'est quoi? Il faut l'Allemagne, il faut tout le problème de la phénoménologie, il faut Husserl, non, vous ne savez pas assez, etc. Voilà. Et puis, la question est, c'est important de voir comment vous hésitez, comment ça ne naît pas comme ça, c'est pas venu du tout comme ça, spontanément. Mais ce qui sensiblement s'est imposé, puisque j'avais commencé à travailler sur l'histoire du sport, des pratiques physiques, l'histoire des techniques, ça, ce qui s'est sensiblement imposé, c'est finalement comment fonctionne la représentation du corps dans l'histoire. Ça c'est né dans ces années, oui, c'est des années anciennes, les années 70. Bon. Et une des idées liées à la technique canguilhémienne, si je puis dire, c'était de m'intéresser au modèle technique du corps, et en particulier au modèle machine. Donc j'avais déposé avec Canguilhem un sujet sur les modèles machines du corps. Bon. Et là, il y avait des choses évidemment très parlantes. Hein. Le texte de Descartes, vous ne le comprenez pas si vous ne faites pas référence à la manière dont il imagine les orgues, les montres, etc. Bon. Puis après, il y a toute la question que j'ai travaillée d'ailleurs plus tard, qui est le problème de l'énergétique au 19e, le rapport à la machine à vapeur, le corps avec l'oxygène, l'exploitation de la combustion, etc. Donc il y avait vraiment un terrain, si vous voulez. Et puis figurez-vous que ce terrain, en fait, je l'ai déporté. Et comment l'ai-je déporté? En travaillant sur un objet qui me renvoyait à ma propre histoire. Quel était cet objet? Un lit mécanique. Alors c'est quoi le lit mécanique? C'était la chaise, dans les années 20 du 19e, qui installait les enfants sur un lit où, en leur accrochant les chevilles et en leur accrochant les épaules, il permettait de les étirer en faisant fonctionner, c'était cruel, hein, en faisant fonctionner une mécanique. Alors qu'est-ce que je retrouvais? Je retrouvais les problèmes de mon père. C'est-à-dire comment on retrouve le redressement, comment vous voyez. Mais mon père n'était pas du tout pour ce type de pratique. Mon père était pour une pratique physique, pas du tout pour une pratique mécanique. Et donc du coup, mais comment à partir de la pratique mécanique, invente-t-on une pratique physique? Comment fait-on émerger quelque chose qui se redresse et qui n'est pas redressé? Et là naissait mon projet de thèse, dont nous parlerons en temps voulu.